Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes live. En tout cas, c'est ce qu'on m'indique sur l'écran. Pour ceux qui sont là régulièrement, vous savez un petit peu comment ça se passe. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que les gens arrivent. Et puis, voilà, on laisse les derniers arriver. Et puis, d'ici 1 minute 30 à 2 minutes, on pourra commencer notre webinaire avec nos deux intervenants spécialistes aujourd'hui qui pourront nous éclairer sur plusieurs points. Donc, je vous demande encore une petite minute de patience et puis on va commencer. Entre-temps, je peux vous dire à tous qu'on a fait notre Secret Santa et j'ai la chance d'avoir une petite tasse avec quelques membres de l'équipe Neofa dessus. Et c'est très sympa. Voilà, donc vous les verrez un petit peu pendant que je me déshydrate. Je m'hydrate d'ailleurs plus que me déshydrate. Alors, on y est presque. Je vois sur le chat qu'on a certains habitués qui reviennent. Donc ça fait toujours plaisir. Bienvenue à vous. Bienvenue aux nouveaux participants également. Voilà. Et puis, voilà, 18h02, on va commencer. Donc, comme je le disais, bienvenue à tous, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux participants. Bienvenue Nicolas, bienvenue Johan. Donc, Nicolas et Johan qui vont se présenter un petit peu plus tard et qui vont nous accompagner aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Vous le savez, et pour ceux qui sont là et qui nous suivent régulièrement, vous savez comment ça se passe. On a avec Neofa une volonté vraiment d'aider les gens à mieux comprendre leur épargne pour qu'ils fassent les meilleurs choix pour eux dans leur vie. Et il était important pour nous en cette saison de faire un rappel un petit peu sur la fiscalité, de faire un rappel sur les quelques petites solutions qui peuvent potentiellement encore être mise en place d'ici la fin de l'année. Parce que aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons entre 100 et 150 personnes par jour qui s'inscrivent sur Neofa pour essayer de trouver des réponses à leurs questions sur leur épargne, trouver des conseillers financiers, demander de l'aide à des conseillers financiers. Et sur toutes ces personnes, 100 à 150 par jour, près de 35% viennent pour une raison: comment optimiser ma pression fiscale, comment réduire ma pression fiscale, comment optimiser mes impôts. Et donc, c'est clair que cette question et cette problématique, elle se retrouve régulièrement dans vos questions et elle se retrouve régulièrement dans nos webinaires. C'est normal. Donc aujourd'hui, on va essayer avec Nicolas et Johan de vous guider sur les quelques solutions encore potentiellement disponibles, ce encore si on fait ça très très vite, potentiellement disponibles pour essayer de réduire votre pression fiscale d'ici la fin de l'année. Mais avant ça, je propose, Nicolas, Johan, de vous présenter en 2 minutes, peut-être, allez, on va dire Johan, je te laisse commencer peut-être en 2 minutes, si tu peux te présenter. Ok. Donc, moi, c'est Johan Alarmeyer. J'ai 28 ans. Je suis conseiller en gestion de patrimoine affilié à un cabinet parisien, Liège Patrimoine. Ça fait environ 2 ans que je suis là-bas. Avant, j'étais en banque au CIC. Et donc, c'est le conseil, que ce soit en investissement financier, en optimisation fiscale, en investissement immobilier. C'est ça sur lesquels je conseille mes clients le plus souvent. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Johan. Nicolas, quelques infos sur toi avec grand plaisir. Bonjour à tous. Alors moi, ça fait maintenant presque 20 ans que j'accompagne des clients particuliers et professionnels dans leurs problématiques financières, donc liées notamment au sujet d'aujourd'hui. Et donc, ça fait aussi maintenant quelques mois que j'ai rejoint l'équipe Neofa et dans lequel on accompagne les clients épargnants dans leurs problématiques. Parfait.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations. Petit point sur le programme, donc on va rapidement faire une petite introduction. Ensuite, la partie 1, c'est quelles sont les solutions. On va aller très vite là-dessus. Quelles sont les solutions d'ici la fin de l'année. Partie 1, ça sera plutôt quels sont comment réduire et comment optimiser ses impôts. Partie 2, les solutions d'ici la fin de l'année. Et partie 3, comment vous aider à mieux préparer 2023. Il y a un point qui est très important de noter et de rappeler, c'est que nous sommes en France, qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui viennent vers nous chez Neofa pour nous demander conseil, nous demander de l'aide et surtout demander aux conseillers membres de notre plateforme concernant leur fiscalité. J'aimerais rappeler une chose ici qui est très importante, c'est qu'on a la chance, malgré tout en France, et malgré tout ce qui peut se dire et malgré tout ce qu'on peut entendre, d'avoir énormément de dispositifs qui vont permettre aux épargnants, mais également aux entreprises, de optimiser et réduire leur pression fiscale. C'est très important de s'en rappeler parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de dispositifs. J'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays et je peux vous assurer que ce n'est pas partout pareil. Et donc, ne voyons pas tout en noir, mais soyons plutôt, on va dire, optimistes parce qu'il y a réellement des raisons de l'être. Donc, premier rappel qu'on voulait faire, probablement, c'est Nicolas, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les grandes catégories et les grands axes qui nous permettent d'optimiser ces impôts? Alors effectivement, dans le calcul de l'impôt, on a 3 sujets. Lorsque vous avez votre déclaration d'impôt, en fin de compte, vous avez le sujet de la déduction. Donc la déduction, en fin de compte, c'est toutes les sommes qui viennent se mettre en déduction de votre assiette imposable. Donc votre assiette imposable, c'est quoi? Ce sont vos revenus et salaires, d'autres revenus, revenus mobiliers, revenus immobiliers. Et dans ce cas de figure-là, on va avoir des sommes que l'on va déduire de cette assiette imposable. Après, on va avoir la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, c'est quelque chose qui va venir s'appliquer sur l'impôt à recouvrir, c'est-à-dire sur la somme que vous devez à l'administration fiscale, ou que l'on doit à l'administration fiscale. Et ça, sur une réduction qui va se limiter au montant de l'impôt. Troisième point qui est important, qui est le crédit d'impôt, où celui-ci va également s'appliquer sur l'impôt à recouvrir, mais qui, lui, va pouvoir, en fin de compte, sur lequel on va pouvoir avoir des restitutions selon certains plafonds et certains calculs de l'administration fiscale. Donc, en fin de compte, on a 3 leviers qui sont intéressants à étudier, qui vont être la déduction, la réduction et le crédit d'impôt. Et chaque solution peut s'appliquer sur l'un de ces 3 leviers, en fin de compte. Et les 3 leviers que tu mentionnes, Nicolas, alors on va probablement le voir après, mais ont des limites ou c'est illimité et puis on peut réussir à tomber à zéro à chaque fois? Chaque levier ou chaque sujet, du moins, va avoir des limites avec des plafonds. Sinon, ça serait trop beau. Donc, en fin de compte, en fonction de ce que l'on va faire ou des outils que l'on va utiliser, on va avoir des plafonnements qui vont être liés soit effectivement au sujet que l'on va utiliser, soit parce qu'on a également des plafonnements des niches fiscales. Donc, il y a des sommes que l'on ne peut pas dépasser. On peut éventuellement les dépasser, mais on ne peut pas les imputer. Ouais, ok, d'accord. On peut les déplacer, mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne va pas optimiser ce que l'on souhaite faire, mais on peut tout à fait les dépasser. D'accord, ok, je comprends. Peut-être un focus peut-être un peu plus spécifique sur la déduction. Johan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est pris en compte dans cette déduction et peut-être nous donner un petit exemple? Oui, bien sûr. Donc la déduction, comme Nicolas l'a dit, c'est l'un des leviers, c'est même le premier levier sur lequel on peut avoir un impact pour avoir des économies d'impôt. Et c'est le premier parce que c'est basé sur le revenu global brut. Donc une fois qu'on a le revenu,
on divise par le nombre de parts du foyer fiscal. Et à ce moment-là, on connaît le pourcentage, la tranche marginale d'imposition à laquelle on va pouvoir être affecté. Et donc, on aura le calcul de l'impôt. Et donc, ce qui est intéressant de voir avec la déduction d'impôt, c'est qu'en fait, elle est dépendante, le montant de l'économie d'impôt est dépendante de la tranche marginale d'imposition dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tranches marginales d'imposition qui sont à 11%, qui sont à 30%, qui sont à 41%, à 45%. Et en fait, ça veut dire que si on est à une tranche marginale d'imposition à 45%, on aura une économie d'impôt qui sera plus importante que celui qui a une tranche marginale d'imposition à 11%. Donc en fait, en venant, l'objectif, c'est vraiment de venir minorer le résultat, donc le revenu brut. Et en minorant ce résultat, l'impôt à payer est sur une assiette taxable qui est plus petite. Et donc, en fait, ça nous fait un gain de fiscalité ou une économie d'impôt. Donc, on agit vraiment sur le revenu au lieu d'agir sur l'impôt en direct. D'accord, Comme ok. exemple... Vas-y, pardon. Comme exemple rapide, on a le plan épargne retraite. Donc, c'est des versements qui sont faits sur un plan épargne retraite, que ce soit assurantiel, que ce soit bancaire. Et en fait, le montant de ce versement est déductible de notre revenu à hauteur jusqu'à 10% du revenu brut annuel. Donc, c'est-à-dire que ça sort de notre assiette taxable. Et après, en fonction de notre tranche marginale d'imposition, ça nous fait un gain de fiscalité. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez, plus on gagne de l'argent, dans le cas précis du PER, plus on va gagner de l'argent, plus on va avoir une marge importante pour la déduction d'impôt. C'est juste? C'est ça également. Ouais, exactement. D'accord, ok. Je vois, est-ce que tu as un autre exemple lié à l'immobilier également, un outil, un dispositif immobilier qui peut agir sur la déduction d'impôt? Oui, bien sûr. Donc, en termes de déduction dans l'immobilier, il y a ce qu'on appelle le déficit foncier. Donc, comme Nicolas l'a bien expliqué, le fait de déduire, c'est le fait en fait d'amener des charges ou des frais qui vont venir réduire le revenu. Et donc, en fait, ces charges, par exemple, des travaux qu'on met en place sur un bien qu'on va mettre en location, donc on le remet en état pour qu'il puisse être dans les critères d'une location saine. Et en fait, tous ces travaux qu'on va faire, on va pouvoir les déduire, ça veut dire les passer en charge et en frais. Et en fait, ils vont être déductibles de notre revenu imposable. Et donc, c'est possible de réussir à déduire jusqu'à 10 700 € par an de ces frais-là, de ces travaux-là. D'accord, ok. J'ai vu quelques messages passer. Est-ce que vous voyez bien la présentation tous? Je demande s'il y a un problème, puisqu'on a mis une présentation en ligne. Donc, si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas. Ok, je vois que c'est bon. Ok, parfait. Super. Merci. Merci. Ah, je vois qu'il y en a un, c'est non. Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à rafraîchir et vous reconnecter au cas où, et ça devrait vous permettre de voir la présentation. Sinon, j'essaye moi de la réafficher tout de suite. Et puis comme ça, on va essayer de le repartager. Hop, bougez pas. Comme ça, on s'assure que tout le monde le voit. Hop là. Voilà, je l'ai remise. Et puis sinon, voilà, essayez de vous déconnecter, reconnecter. Merci, Johan, pour toutes ces informations. On avait deux questions, je vois, qui sont arrivées. Une question peut-être pour Nicolas. Est-ce qu'on peut cumuler déduction, réduction et crédit? Première question. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est là où il est intéressant d'optimiser, dans le sens où en fonction des leviers que l'on va utiliser, ou des solutions, on va pouvoir travailler dans un premier temps sur la déduction, avoir des outils sur la réduction et pourquoi pas avoir des outils sur le crédit d'impôt. On ne va pas pouvoir utiliser le même support pour avoir les trois incidences, parce que ça, on ne peut pas. Mais par contre, on peut avoir un sujet 1 qui va nous permettre, comme le disait Johan, notamment par exemple sur le déficit foncier, d'optimiser et de déduire.
On peut avoir une solution numéro 2 qui elle-même va rentrer dans le cadre de la réduction et va permettre de réduire l'impôt à payer. Et après, troisième cas de figure, effectivement, d'autres dépenses qui elles-mêmes vont rentrer dans le champ du crédit d'impôt et vont venir s'appliquer, si vous voulez, sur l'impôt à recouvrir. Donc effectivement, on peut tout à fait avoir une incidence sur les 3 leviers avec 3 solutions différentes. Ça, c'est plutôt intéressant, effectivement. Une autre question qui est arrivée et qui, je les pose, même si on a prévu 15 minutes de questions à la fin, mais je pense que si elles font du sens d'être posées maintenant, je me permets de le faire. On parlait du déficit foncier, Johan. Est-ce que le déficit foncier, il est limité à la résidence principale ou il peut être appliqué sur d'autres comme investissement locatif ou autre? Ouais, c'est ça. C'est surtout sur l'investissement locatif. En fait, comme c'est du déficit, c'est-à-dire que pour arriver à un état de déficit, on compare les revenus, donc les recettes locatives, soit en revenus fonciers par exemple, aux charges et aux frais qu'on a implémentés de l'autre côté. Et donc en fait, lorsque les charges, les travaux sont plus importantes que les revenus et les recettes locatives qu'on reçoit, on arrive à un état de déficit foncier, donc plus non plus de bénéfices. Mais au-delà de ce moment-là où on arrive à zéro, eh ben, on peut imputer jusqu'à 10 700 sur notre revenu net. Et il est plafonné à combien, ce déficit foncier? C'est 10 700 par an. 10 700 par année. OK. Merci beaucoup. Sur la partie réduction, Nicolas, même question que Johan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? C'est fait pour qui? Pourquoi? Et quelques exemples peut-être financiers peut-être et immobiliers. Voilà, je te donne la parole. Alors, la réduction, en fin de compte, c'est destiné à tout le monde. Tout dépend, effectivement, déjà de l'impôt que l'on paye, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la réduction, lorsque, par exemple, si quelqu'un, un épargnant, paye 2 000 € d'impôt, si la réduction génère 3 000 € de réduction, les 1 000 €, donc 2 000 moins 3 000, ça nous fait moins 1 000. Ces moins 1 000, ils sont perdus. Donc, il faut ajuster en fin de compte déjà son choix par rapport au montant d'impôt que l'on paye dans le cadre de la réduction. C'est important, sinon on risque d'avoir une réduction que l'on pourrait perdre. De là, pour différents types, effectivement, que l'on peut voir ici en réduction, alors il y a une déductibilité, effectivement, qui est liée à la scolarité des enfants. Après, dans le cadre de dépendance, on a des effets, effectivement, de réduction. On a les dons, où on peut aller jusqu'à 75% du don effectué. Donc, ce qui est intéressant, ça permet de participer aussi à différentes associations. Et puis, il y a des investissements. Je te coupe juste ici, excuse-moi. Ça veut dire que si demain, je dis n'importe quoi, je donne 5 000 € à une association reconnue comme telle ou en France, je peux réduire de mes impôts, avoir un impact direct la même année de 75% de ce montant. C'est juste? Tout à fait. Tout à fait. C'est effectivement dans le cadre de la réduction, on a, hormis quelques cas de figure que l'on voit sur le slide, effectivement sur des investissements immobiliers où on peut avoir une récurrence en quelque sorte de réduction en fonction des années, en fonction des dispositifs. Sinon, lorsque l'on va être sur des dons notamment, c'est l'année de la souscription aux dons. C'est cette année-là, sur cette année fiscale-là, qu'on imputera effectivement l'incidence. Donc, si on veut renouveler l'année d'après, effectivement, et avoir cette réduction, il faut renouveler effectivement le don. Récurrence. D'accord ? D'accord, ok. Et donc, tu parlais ensuite, après les dons, sur d'autres dispositifs qui peuvent être… Là, ont été mis sur le slide les investissements immobiliers qui rentrent dans le cadre de la loi Pinel ou de la loi de Normandie. Donc là, effectivement, là, on investit dans de l'immobilier neuf, dans lequel immobilier qui va être mis en location pour une personne qui va l'occuper en résidence principale.
Et en contrepartie de cet investissement, effectivement, on va avoir une réduction d'impôt en fonction des années. Voilà. Schématiquement, de toute façon, lorsque l'on a une incidence fiscale, c'est parce que l'on investit. Donc, soit on investit en cash, soit on investit par le biais du crédit. Ça, c'est un petit peu les mécanismes qui existent aujourd'hui. Alors, d'autres existent, mais je crois qu'on les verra un petit peu après, qui sont liés à des fonds d'investissement, toujours en investissement cash, qui nous permettent en contrepartie et en fonction du fonds dans lequel on investit, d'avoir une réduction d'impôt. Tout à fait. D'accord, ok. Et c'est vrai que de toutes les façons, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais si on veut avoir un impact sur son impôt, il y aura forcément à un moment donné de l'investissement à faire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Johan, peut-être Pour avoir, Nicolas, pardon, effectivement, pour avoir l'incidence de la réduction, de la déduction ou du crédit d'impôt, c'est parce qu'on a investi. Ou parce qu'on a créé une charge. Et en contrepartie, l'administration fiscale nous permet d'avoir effectivement, de déduire certaines choses selon certains pourcentages. D'accord, ok. D'accord, ok. On parlait tout à l'heure de différents dispositifs, et notamment ici, je vois d'immobilier. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Alors, je sais que la plupart des gens peut-être qui nous regardent sont peut-être familiers avec le nom du Pinel, parce que c'est probablement un des plus connus, un des dispositifs les plus connus ou utilisés ces dernières années. Est-ce que tu peux nous donner un exemple rapidement de qu'est-ce que ça fait d'investir dans un Pinel et comment on peut réussir à réduire ses impôts grâce à ça? Alors, effectivement, l'exemple du Pinel, mais il existe des dispositifs Censi-Bouvard, Malraux. Dans le cadre du Pinel, on a effectivement un investissement immobilier qui est lié au neuf. Alors, on a une variante sur le Pinel, il y en a même deux, puisqu'il existe des SCPI Pinel. Mais dans le cadre de l'investissement Pinel, on va acheter effectivement en métropole pour le Pinel Métropole ou alors l'Outre-mer, on va acheter un appartement aujourd'hui neuf destiné à la résidence principale, cas d'école par exemple. Un investissement qui va être fait sur une base de 200 000 euros va permettre d'avoir une réduction d'impôt récurrente sur 9 ans et un petit peu plus faible sur les 3 années qui suivent. Bon, ça, c'est la réduction d'impôt. Maintenant, effectivement, on a un point qui est lié au revenu foncier puisqu'on va générer des revenus. Et ces revenus vont donc être calculés sous la forme de revenus fonciers. Et ces revenus fonciers, en fonction des charges que l'on va déduire, notamment les intérêts d'emprunt, les travaux, lorsqu'on est sur de l'immobilier neuf, normalement, il n'y en a pas. Et donc, à partir de là, on va avoir un revenu foncier. Bon, la hausse des taux fait qu'on peut avoir maintenant des revenus fonciers déficitaires sur les premières années. Mais néanmoins, effectivement, il faut tenir compte dans le mécanisme de ce déficit foncier qui peut avoir une incidence soit de relever l'assiette imposable, soit de la diminuer parce qu'on fait du déficit. Donc, c'est l'ensemble, cas d'école, d'un dispositif où on va avoir effectivement, potentiellement, en fonction des charges, du déficit et de la réduction. Donc ça, c'est l'exemple dont tu parlais, Nicolas, tout à l'heure. Effectivement, ça fait exactement ce cas de figure-là. Dispositif de Normandie également, dans la mesure où le dispositif de Normandie lui-même est par contre basé sur l'ancien au départ, isolé sur un certain nombre de villes dans lesquelles on peut investir, et il faut qu'il y ait une part de travaux à respecter pour pouvoir entrer dans le dispositif. Voilà. Mais dans ces deux cas de figure, de toute façon, et tout dispositif d'investissement immobilier va jouer effectivement sur des revenus fonciers positifs ou du déficit foncier et un effet de réduction d'impôt parce que c'est un texte de loi sur lequel on va appliquer la réduction d'impôt en fonction du texte. Super. Merci pour tout ça. Troisième levier dont Nicolas, tu nous as parlé tout à l'heure, c'est le crédit d'impôt. Johan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le crédit d'impôt, s'il te plaît? Ouais. Le crédit d'impôt, donc c'est vraiment similaire à la réduction d'impôt, comme Nicolas l'a dit. La seule différence, c'est que elle peut être appliquée au-delà de l'impôt qu'on a à payer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation en termes de ce qu'on reçoit de l'État en incitation fiscale.
Et donc, par exemple, il y a la garde pour les jeunes enfants ou les emplois à domicile. Donc, c'est des choses qu'on utilise et que si on les met en place, par exemple, si on paye, je ne sais pas, 1 000 € pour un emploi à domicile et qu'on est déjà à 0 d'impôt, et ben en fait, 50% de ce montant-là, des 1 000 €, donc 500 €, vont nous être rendus par le fisc. Directement payé sur notre compte en banque, comme ça, en cash. C'est un virement, en fait. C'est généreux, c'est beau. C'est juste une régularité. En fait, comme le principe du paiement des impôts est maintenant chaque mois mensualisé, Oui. Ouais. avec le prélèvement à la source, et ben en fait, c'est juste une régularisation, comme du fait que nous avons payé trop d'impôts par rapport à ce qu'en fait, dans l'État, nous avons investi ou nous avons perçu. Et ben, il y a une rétrocession qui est faite de la part de l'État parce qu'on a investi dans telle chose ou parce qu'on a réduit notre revenu net imposable par des déductions. Le crédit d'impôt, il y a quand même certaines spécificités, je crois, administratives, notamment pour tout ce qui est, on va dire, le service à la personne. Et Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Je crois que les personnes qui vous rendent ce service doivent faire partie d'un organisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être, Nicolas, là-dessus? Alors, oui, effectivement, notamment tout ce qui est aide à domicile, dans la mesure où les sociétés par lesquelles on passe sont habilitées, agréées. Donc, on a possibilité d'avoir 50% de réduction d'impôt sur les prestations effectuées. Oui, tout à fait. Donc, ça, effectivement, c'est du crédit d'impôt. Donc, lorsqu'on a notre impôt, donc qu'on soit imposable ou pas d'ailleurs, hein, ça veut dire qu'effectivement, lorsque même on n'est pas imposable, dans ce cas de figure-là, si on fait intervenir quelqu'un à la maison, jardinier, sur lequel on va avoir quelques frais à l'année, si cette personne effectivement est éligible, elle fait partie d'une association ou d'une société agréée, dans ce cas de figure-là, on peut quand même effectivement avoir un crédit d'impôt sur ce sujet et être remboursé effectivement comme expliqué Johan. Et petite question, si donc on parle d'aide à domicile, donc ça inclut quelqu'un qui vient nous aider pour faire le jardin, une femme de ménage ou quelqu'un qui vient nous aider je ne sais pas, une aide soignante potentiellement aussi à domicile. Si je fais ça maintenant et je dépense pas mal d'argent maintenant, est-ce que le crédit d'impôt va s'appliquer cette année pour l'année 2022 du coup? Le crédit d'impôt, il s'impute sur l'année en cours, en fin de compte, sur l'imposition qui sera prélevée à l'année N+1. Dans la mesure où il est payé effectivement sur l'année présente 2022, quel que soit le montant, et sous réserve des plafonds à respecter, évidemment, ça pourra être imputé lors de la déclaration qui sera effectuée en avril 2023. Voilà, quel que soit le montant, tant qu'on a fait et on a payé ces services avant le 31 décembre 2022, ça rentre en compte dans notre calcul de l'impôt à payer pour 2022, du coup. Tout à fait. Okay. Je pense que quelque chose d'important aussi, c'est que même si ce n'est pas limité, comme c'est un crédit d'impôt et pas une réduction d'impôt, il y a quand même des plafonds qui sont mis et on ne peut pas dépenser 20 000 € pour avoir un prof de sport ou un prof de piano ou des choses comme ça. Oui, j'imagine. Même des plafonds respectés, c'est 12 000 € par exemple pour l'aide à la personne et par exemple pour les gardes d'enfants, c'est 50% jusqu'à 1 150 €. Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on fait nos calculs. Parfait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut venir vous voir, pour justement avoir tous ces plafonds et ne pas se tromper dans tous ces calculs. Merci. Point très important. Est-ce qu'il existe, Nicolas, encore à ce jour, vous avez déjà vu une réponse, mais est-ce qu'il existe encore à ce jour des moyens qui vont nous permettre de réduire notre impôt? Alors, on vient d'en discuter un petit peu avec le service à la personne et le crédit d'impôt.
Est-ce que il y a d'autres dispositifs que tu connais et dont tu peux nous parler qui pourraient nous permettre aujourd'hui d'agir sur l'impôt 2022 payable à partir de du coup juin, c'est ça je crois, juin 2023? Alors, effectivement, là, on est un petit peu réduit par le timing par rapport à la date d'aujourd'hui, du 13 décembre, sachant qu'il faut que tout ça, ça soit fait avant le 31. Bon. Donc, raisonnablement, il n'y a plus beaucoup de solutions aujourd'hui. Après, c'est plutôt des solutions à travailler sur 2023 pour les épargnants qui le souhaitent. Mais néanmoins, aujourd'hui, il reste encore des solutions. Il y en avait abordé effectivement tout à l'heure le PER, le plan d'épargne retraite, puisqu'on peut toujours abonder jusqu'au 31/12 sur un plan d'épargne retraite et avoir l'incidence en 2023. Vous avez effectivement ce que l'on vient d'aborder et également des supports qui vont être des fonds, ce qu'on appelle des FIP, des fonds d'investissement de proximité, ou des fonds communs de placement en innovation, des FCPI, dans lesquels, effectivement, on peut toujours souscrire des parts et avoir l'incidence sur 2023. Bon, là, il est vrai qu'il ne faut pas tarder quand même. Johan, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le PER pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne? Alors, tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure. On a un exemple sous les yeux. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus pour qu'on puisse expliquer aux gens plus concrètement comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Donc, l'État incite les gens à pouvoir épargner, mettre de côté par capitalisation, en plus de notre retraite qu'on a avec la sécurité sociale. Et en fait, cette initiative, elle est récompensée par une déduction. Donc là, dans l'exemple qu'on a, par exemple, avec une personne seule qui a un revenu net de 25 000 euros, on voit qu'en fait, il aurait normalement 10% de ce montant-là, de ce revenu net annuel, qu'il pourrait verser sur un plan épargne retraite pour mettre de l'argent de côté et préparer sa retraite, qui pourrait sortir de son assiette taxable. Donc, il aurait une économie d'impôt. Mais là, on voit qu'il y a 4 113 euros en fait, qui ont été notés, qui ont été sélectionnés, parce qu'il y a un plafond qui est établi par l'administration fiscale, qui est de 10% ou 4 113 euros. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les personnes qui travaillent, mais aussi les personnes qui ne travaillent pas, qui sont dans un foyer fiscal, qui bénéficient aussi de ce plafond de 4 000 euros, même si elles n'ont pas de revenus. Et donc là, comme ce montant-là, de ce plafond minimum de 4 113 est plus important que les 2 500 qu'il aurait pu mettre, c'est 10%, et en fait, c'est celui-là que l'administration fiscale va prendre en compte. Donc en fait, dans le calcul simple, c'est qu'on prend ce montant-là de 4 113 et en fait, il va être multiplié à la tranche marginale d'imposition, donc la plus haute tranche à laquelle ce monsieur est imposé. Et en fait, ça fait que si on le multiplie à 11%, ça nous fait une économie d'impôt de 425 euros. Donc en sortant 4 113 euros de son revenu imposable pour le verser sur un plan épargne retraite, l'État va lui faire un virement l'année d'après de 425 euros. Parce qu'en fait, il a eu comme revenu moins que ce qui était prévu, comme il en a mis de côté pour sa retraite. D'accord, ok. Et tu as, j'ai vu d'autres exemples, mais ces autres exemples, c'est aussi pour mentionner que c'est une solution qui peut s'appliquer à n'importe quel type de revenu, n'importe quel type de portefeuille, en fait. C'est vraiment une solution tout-terrain, le PER, qui va permettre ensuite d'investir à l'intérieur de ce PER pour faire fructifier l'argent qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu me confirmes que c'est vraiment quelque chose, une solution qui est applicable assez généralement à tout type d'épargnant. Oui, exactement. C'est accessible à tous. Comme je le disais, même pour des enfants qui, par exemple, n'ont pas de revenus, c'est accessible. En fait, on peut utiliser ce plafond de déduction. Et après, c'est sûr qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus fort, plus la tranche marginale d'imposition augmente. C'est-à-dire qu'à 45% ou à 41% de tranche marginale d'imposition, le gain fiscal est beaucoup plus intéressant
que si on est à une tranche marginale d'imposition à 11%. Ouais, ça Parce c'est qu'on clair. sort plus en termes de montant et en termes de pourcentage de notre assiette fiscale. Un autre point que tu mentionnais, merci Johan pour cette partie. Moi, il y a un point que je maîtrise moins clairement. Et Nicolas, si tu peux peut-être nous donner un petit coup de main. Les FCPI, alors on connaît un peu les SCPI, mais qu'en est-il des FCPI? Alors, deux choses complètement différentes. Les SCPI, même si c'est un thème qui peut être intéressant dans nos échanges d'aujourd'hui, là, on est sur un fonds commun de placement en innovation. Donc, le principe du fonds qui investit, donc ces fonds sont agréés par l'autorité des marchés financiers de façon générale. Il vaut mieux partir sur des fonds agréés par eux de toute façon. En fin de compte, le fonds investit dans des titres de PME, donc d'entreprises non cotées européennes. Le principe du fonds va investir dans un certain nombre de sociétés, donc il va y avoir une multitude de structures dans le fonds, dans lequel le fonds va investir, et en contrepartie de ça, donc on achète des parts avec une valorisation de parts, et en contrepartie de notre souscription, effectivement, on peut avoir des réductions d'impôts qui vont être qui sont de l'ordre aujourd'hui sur le FCPI, de 25%, qui avant étaient de 18, mais qui aujourd'hui sont de 25. Donc, quand on va investir 1000, on va avoir 250 € de réduction d'impôts. Alors, point sur lequel quand même on a effectivement une souscription sur lequel on s'engage sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on est sur un support quand même à risque, puisqu'on est sur des titres non cotés, donc on n'a pas de garantie de capital à terme. On peut avoir une volatilité du support, effectivement, c'est-à-dire que ça peut bien se passer ou moins bien se passer. Et la contrepartie d'avoir effectivement ces 25% de réduction d'impôt est principalement liée au fait que on doit conserver un minimum 5 ans ses parts. Donc, c'est effectivement un capital qui devient illiquide pendant la durée effectivement du placement. Donc, c'est un investissement qui permet d'avoir une réduction et à la sortie, on va récupérer la valorisation des parts que l'on a acquises et ce capital sera restitué à l'épargnant. Donc, je tiens à préciser que tous les dispositifs, parce que je pense que c'est important pour tout le monde, tous les dispositifs qu'on présente dépendent également de votre situation à vous et de votre appétence au risque. Les FCPI dont on parle actuellement, Nicolas l'a très bien précisé, c'est un investissement à risque puisque dans des sociétés non cotées, avec un risque de perte potentielle très important, et donc il y a des blocages de votre épargne pendant un petit moment, etc. Pourquoi l'État, le gouvernement a voulu mettre un coup de boost sur ces outils-là pour aider les petites et moyennes entreprises françaises. Donc, ça reste un dispositif risqué qui peut vous faire gagner un petit peu d'argent, effectivement, qui peut clairement vous faire optimiser votre pression fiscale. Mais encore une fois, chaque client et chaque épargnant est différent. Donc, je vous invite vraiment à consulter les experts ou autres pour voir ce qui vous correspond le mieux. Tu voulais ajouter quelque chose sur ces FCPI? Moi, ça me semble assez clair pour moi. Non, c'est des points de vigilance, effectivement, parce qu'à chaque support, effectivement, on doit avoir quelques vigilances. Nous, on est là, effectivement, pour que les épargnants aient connaissance de ces points de vigilance, mais c'est important, effectivement. On a une réduction d'impôt, c'est un fait. Maintenant, en sous-jacent, on a quand même, effectivement, on investit dans des fonds. Alors, l'objet du fonds étant quand même que la sortie se passe au mieux, mais néanmoins, réglementairement, de toute façon, sur l'échelle de l'AMF, ces fonds sont systématiquement classés 6 ou 7, donc avec les risques maxi, puisque la volatilité de la valorisation du titre peut fluctuer à la hausse, mais surtout à la baisse. Donc, il faut quand même en avoir connaissance au départ et aussi, effectivement, que ça soit bien cohérent avec le profil investisseur de chaque épargnant. Autre point, autre dispositif encore disponible actuellement, Johan,
quelques informations rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, sur la SCPI Pinel. Donc, c'est encore disponible, on peut souscrire assez rapidement. C'est ça, exactement. La différence avec peut-être comme Nicolas en parlait, le mouvement SCPI, c'est l'achat d'un bien en neuf et la location sous certaines contraintes. On va dire, ce qui est disponible maintenant, c'est de passer par une SCPI, donc une société civile de placement immobilier. Et en fait, le fait de ne pas avoir à chercher ce bien, de passer par un notaire et de faire toutes ces choses administratives qui prennent du temps, en investissement sur une SCPI, on peut réussir à investir aujourd'hui jusqu'au, on va dire, à la deadline du 30 décembre et de pouvoir recevoir ces 2% dont Nicolas a parlé, 2% de l'investissement initial en réduction pour l'année 2022 lors de la déclaration 2023. Ok, donc c'est encore une fois un dispositif activable dès maintenant, rapidement, pour bénéficier dans ce cas-là, c'est réduction, si je ne m'abuse, Ouais, c'est ça, de cette réduction en 2022, sur le revenu imposable, sur le montant à payer, 2022. Donc, je résume. Aujourd'hui, en France, il y a 3 leviers. Déduction, réduction, crédit d'impôt. D'ici la fin de l'année 2022, pour que ça ait un impact sur le revenu imposable ou sur le montant d'impôt à payer 2022, il y a encore quelques dispositifs disponibles, comme service à la personne, le crédit d'impôt, plusieurs dispositifs ici, tant que les actes, on va dire, sont réalisés avant le 31 décembre. Et puis, on a vu quelques investissements également qui peuvent être faits dans le PER, dans les FCPI ou les FIP, si je ne m'abuse, puisque c'est peut-être après d'ailleurs, ou également les SCPI Pinel. Donc, on est aujourd'hui avec des solutions. Je précise qu'on ne va pas en détail sur ces solutions ce soir, puisqu'on a 45 minutes puis 15 minutes de questions. On n'a pas le temps de détailler chaque solution exactement. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, prendre contact avec Nicolas ou avec Johan via Neofa. Certains d'entre vous l'ont probablement déjà fait, mais n'hésitez pas à le faire. Ils pourront vous répondre et vous aider sur tout ça. Donc, il y a des dispositifs, il y a des options. On peut faire le job encore. Il faut se dépêcher. N'hésitez pas. Johan, Nicolas, vous mentionniez tout à l'heure, et on va rapidement sur cette dernière partie, vous mentionniez tout à l'heure préparer 2023. Donc, il existe, on le sait, pas mal de dispositifs qui sont utilisables pour 2023 et dès 2023 pour essayer d'optimiser au mieux cette année 2023. On a fait plusieurs exemples. Nicolas, choisis-en un que tu veux présenter et Johan, t'en choisiras un, mais on ne pourra pas aller au travers de tous les exemples. Donc, Nicolas, dis-moi lequel tu veux et je mets la slide correspondante. Écoute, on peut rester sur celui-ci, hein, si Johan est d'accord. Parfait. Johan, on fera le Girardin pour toi. Je crois que… Ouais, bien sûr. Parfait. Nicolas, explique-nous. Donc, pourquoi 2023, tu partirais là-dessus? Alors, chaque cas est différent et chaque problématique est différente, mais cet outil-là, effectivement, dans ce contexte-là, permet, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir acheter un logement neuf à crédit, de préférence, puisque les intérêts vont être déductibles de nos revenus fonciers, mais il n'y a pas d'obligation. Et dans le cadre de cet investissement, comme on le voit là, sur un montant sur 6 ans, on peut aller à concurrence de 36 000 € de réduction d'impôt sur 6 ans. On peut aller du coup sur 9 ans à concurrence de 54 000 et sur 12 ans à concurrence de 63.
Donc, le taux s'applique sur le prix de revient de l'acquisition, donc c'est-à-dire l'immobilier, les annexes et les frais d'acquisition. Et à partir de là, effectivement, on va avoir une réduction d'impôt. Donc, ça peut être effectivement à concurrence de ces montants sur 6, 9 ou 12. La particularité de ce dispositif qui existe, alors que ça soit métropole ou outre-mer, la même chose, c'est-à-dire qu'on est en contrepartie de la réduction d'impôt, on doit s'engager lors de l'année de la déclaration à conserver le bien en location pour une durée de 6 ans, reconductible 3 ans, reconductible 3 ans. Donc, on a possibilité éventuellement, s'il y a un besoin, s'il y a une contrainte, pouvoir sortir au bout de 6 ans de location. Donc ça, c'est bien la partie locative. On ne tient pas compte de la partie construction. Et ça, c'est bien pour tous les dispositifs, quels qu'ils soient. Donc, en fonction du besoin et en fonction du souhait, effectivement, de l'investisseur, il a possibilité de faire varier la durée de détention par rapport à l'administration fiscale, puisque on ne peut pas sortir du dispositif hormis sur des cas de force majeure, donc qui vont être effectivement perte d'emploi, décès, invalidité. Mais si sur un engagement de 6 ans, au bout de 4 ans, on décide, parce qu'on a envie de sortir du dispositif, l'administration fiscale, effectivement, à juste titre, dit vous n'avez pas respecté votre engagement, donc il faut nous restituer l'économie que vous avez fait en vous portant acquéreur de ce bien. Donc, il faut faire quand même attention également, quelques points de vigilance aussi, puisqu'il faut que le bien soit loué. Il y a quand même différents points sur lesquels il faut faire attention lorsqu'on fait ce type d'investissement. Et effectivement, c'est un dispositif et une loi qui peut être à étudier en fonction de la fiscalité de chacun, mais aussi de l'effort d'épargne que l'on peut y consacrer, puisque les opérations en trésorerie ne sont pas blanches si on ne met pas d'apport, et a fortiori avec la hausse des taux d'intérêt aujourd'hui. Et alors, je pose une question rapide, mais c'est quand même quelque chose à étudier de manière, on va dire, d'être assez vigilant là-dessus. Pourquoi ? Parce que on peut se retrouver avec un effet négatif. Alors, j'exagère peut-être, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut se retrouver avec un effet négatif sur le Pinel, un rendement négatif, si, par exemple, on achète un bien, on a le crédit qui court, et en fait, les loyers qu'on récupère, plus les autres charges et autres, on se retrouve à même pas couvrir le coût du crédit. Et est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu à avoir un investissement qui devient plus une charge que vraiment un investissement et une réduction d'impôt, Nicolas ? Alors, dans la majeure partie des cas, hormis si on n'utilise pas d'apport personnel, ces opérations ne sont pas des opérations blanches. C'est-à-dire que le différentiel entre les charges et les recettes sont quasiment tout le temps négatives. Alors, ce que l'on va appeler l'effort d'épargne, qui est la différence en fin de compte de ce que l'on va apporter effectivement à l'opération. Alors, c'est une épargne en quelque sorte forcée, puisqu'on est obligé de la mettre, puisqu'en contrepartie de l'investissement, on a fait un prêt. Donc, on est obligé de rembourser le prêt. Donc, en fin de compte, cet effort d'épargne, si vous voulez, participe à une valorisation aussi d'une épargne, puisque au fur et à mesure du temps, le prêt va effectivement diminuer, on va avoir un capital restant dû qui va être plus faible, d'où aussi la vigilance sur l'immobilier que l'on va acheter pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la sortie, effectivement. Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut être vigilant quand on fait ce type d'opération. Mais le principe, c'est effectivement de pouvoir à la sortie avoir le bénéfice, pouvoir récupérer le bénéfice de la réduction d'impôt dans la vente du bien, ainsi que l'effort d'épargne que l'on va avoir. Si sur ce type d'investissement, on a une plus-value importante, tant mieux, mais il ne faut pas en tenir compte dans les hypothèses de départ. Donc, il y a quelques points de vigilance. C'est un dispositif intéressant sur lequel on a quelques points de vigilance à avoir, effectivement, pour que ça corresponde bien. Merci beaucoup, Nicolas. Johan, en 30 secondes, parce qu'il y a énormément de questions que j'ai vu passer. En 30 secondes, Johan, dis-nous pourquoi le Girardin, tu aimes bien. Et pourquoi ça peut être un dispositif intéressant. Voilà, 30 secondes. Okay. Je mets le chrono. Donc, rapidement, l'investissement Girardin, ça s'appelle One Shot.
Donc, c'est une réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant qu'on verse, qui va nous être rétrocédé. Si on fait, par exemple, un investissement en début d'année 2022, on va pouvoir récupérer ces 125% en juillet de l'année d'après, juillet 2023. Donc, en fait, c'est un investissement qui est très rapide, d'une courte durée, et qui a un rendement assez important de 25%. Donc, l'idéal, c'est qu'il n'y a rien derrière qu'on achète, on ne construit pas un patrimoine comme on le fait avec le Pinel, mais en fait, on reçoit un cash flow positif qui va être récurrent, qui est toujours du même montant, 25%. Et en fait, essayer sur cette économie d'impôt de 25% sur 1 an et demi, essayer de faire ça chaque année pour pouvoir réussir à, on va dire, se constituer un patrimoine via aussi l'assurance vie. Ok, je propose, comme on n'a plus trop le temps, que si vous avez des questions sur le Girardin, n'hésitez pas à prendre contact avec Johan. C'est un dispositif particulier, mais qui est très, très intéressant si vous avez un petit peu de cash à mettre, parce que le retour, sur votre impôt, il est très rapide et ça peut être extrêmement intéressant. Merci à vous tous pour ce webinaire. On a un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, on ne pourra pas passer au travers toutes. On va essayer de passer au travers certaines d'entre elles. J'en ai vu une passer. Est-ce que vous pouvez peut-être mentionner, Nicolas, nous donner un petit peu la différence entre la réduction et la déduction? Il y a des personnes qui n'ont pas forcément bien saisi la différence entre déduction et réduction. Est-ce que tu arrives à nous dire de manière simple et efficace quelle est la différence entre les deux? On va essayer. On va prendre comme ça des chiffres qui sont peut-être absurdes, mais c'est pour essayer d'expliquer, de répondre à la question. Un foyer fiscal qui va avoir 50 000 euros de revenus. Comme disait Johan, je fais très simple. Si on est sur une tranche d'imposition à 30%, on va dire que le calcul est faux, mais c'est pour expliquer, ça fait 30% de 50 000, on va avoir 15 000 euros d'impôt. D'accord ? Si on utilise la déduction, on va avoir une déduction de 10 000. Donc, on va avoir 10 000 qui vont venir se mettre en déduction des 50 000. Donc, l'assiette imposable va être de 40 000. Si on est imposé à 30%, sur mon calcul, on va avoir 12 000 euros d'impôt. Donc, on a une différentielle d'imposition de 3 000, puisque sans l'indéduction, on paye 15. Après déduction, on va payer 12. La réduction, elle, en fin de compte, si on fait un investissement qui génère 10 000 euros de réduction d'impôt. Dans le premier cas de figure, on est à 15 000 euros d'impôt à payer. On va passer la réduction de 10 000, on n'aura plus que 5 000 euros d'impôt à payer. Dans le deuxième cas de figure, on est à 12 000 euros d'impôt à payer. On va déduire 10 000 euros de réduction d'impôt, on n'aura plus que 2 000 euros à payer. Donc, si je comprends bien, tu me corriges si je me trompe, hein. Si je comprends bien, déduction, ça vient enlever un montant, donc une somme du montant global imposable, et ensuite on calcule son impôt. Et la réduction, on a le montant qu'on doit payer et on vient enlever ce montant-là du montant à payer directement. Tout à fait, c'est ça. Ok. Merci, Nicolas, pour ce point. J'espère que c'est clair pour vous tous. J'ai vu une question aussi, Johan, passer concernant le PER. C'est peut-être une question basique ou pas, mais est-ce que le PER, on dit qu'il est accessible à tous, mais est-ce qu'il est accessible aux gens qui sont déjà à la retraite? Pour moi, c'est un déblocage qui se fait à l'âge de la retraite, voilà, au départ à la retraite. Et comme c'est pour se constituer une épargne pour la retraite, quand on est à la retraite, forcément, on ne va pas créer cette enveloppe pour pouvoir se créer ce dispositif. Ok. Nicolas, tu veux rajouter un point là-dessus ou
Alors, comme le dit Johan, effectivement, après, le PER, c'est à la base quand même un plan d'épargne retraite. Donc, on a parlé effectivement de l'effet fiscal de ce plan épargne retraite, qui est composé aujourd'hui de 3 compartiments, sans rentrer dans le détail, mais effectivement, l'objet de ce plan, c'est de se constituer un capital pour avoir, aujourd'hui, on peut le faire depuis la loi Pacte, effectivement, soit une sortie en capital, soit une sortie en rente. Donc, c'est quand même un outil patrimonial et c'est un outil de complément de revenu à la retraite qui peut bénéficier d'ailleurs à l'entrée ou pas de la réduction d'impôt. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des questions que j'ai vu passer, donc ça tombe bien que tu parles de ça. Qu'en est-il du déblocage? C'est-à-dire, si j'investis dans mon PER, j'arrive à mes peut-être bientôt 65, hein, malheureusement, mais j'arrive à mes peut-être bientôt 65 ans et je pars à la retraite, je débloque l'argent qui est sur mon PER, soit en rente, soit en capital. On a le choix des deux, hein, confirme-moi, Nicolas, c'est bien ça. Comment je suis taxé à ce moment-là? Alors, il y a une taxation effectivement sur la rente ou sur la plus-value à la sortie du capital. Alors, elle est effectivement calculée selon l'option que l'on prend effectivement à la souscription du contrat, puisque là, on a expliqué que les abondements pouvaient venir se mettre en déduction parce que c'est un choix, c'est une possibilité. Ouais. Mais si on ne veut pas forcément avoir, alors là, on sort un petit peu du sujet principal, mais on rentre un peu plus dans le plan d'épargne retraite. Si néanmoins, effectivement, on veut utiliser l'outil pour un complément retraite à terme, parce qu'on choisira au moment de liquider la pension la pension de retraite, le choix du capital ou de la rente, et il y a différents types de rentes d'ailleurs qui sont à choisir. Dans ce cas de figure-là, si au départ on n'a pas effectivement bénéficié de l'incidence fiscale, on a une fiscalité qui sera plus faible à la sortie. C'est-à-dire que l'administration fiscale, elle, est à juste titre, c'est-à-dire qu'elle incite l'épargnant à souscrire pendant la période active et en contrepartie de cela, on a des déductions possibles et des incidences fiscales éventuelles. Mais effectivement, à la sortie, il y a une plus-value, normalement qui va être générée effectivement sur le capital. Et dans ce cas de figure-là, la plus-value, il y a une taxation qui passe sur la plus-value. À 30%, si je ne m'abuse. Hein. Qui est effectivement normalement la flat tax sur la sortie sur les rentes. Mais tout dépend si on sort en capital ou si on sort en rente. La fiscalité va être payée et lissée différemment. On est d'accord qu'en rente, du coup, ça sera donc ça viendra s'ajouter à nos revenus et donc ça nous fera peut-être passer une tranche d'imposition ou pas, quoi. C'est juste alors, ce que je dis ou... C'est à voir en fonction de chaque choix. Là, c'est compliqué de répondre comme ça. Mais en fonction de chaque solution et choisie à la sortie, effectivement, ça va avoir des incidences fiscales. Parfait. Je me permets de prendre une dernière question qu'on a vu passer. Qu'en est-il? Alors, malheureusement, pour les gens qui ont investi en bourse cette année, c'était pas forcément une grande année, on va dire. Les marchés n'ont pas forcément eu un retour extrêmement positif. Il y a donc un certain nombre de pertes. Sur les pertes réalisées, est-ce qu'on peut aujourd'hui déduire ces pertes réalisées de l'impôt à payer, puisqu'il y a eu une moins-value qui a été effectuée, si elle est effectuée, hein, évidemment. Est-ce qu'on peut déduire cette moins-value ou réduire l'impôt grâce à cette moins-value? Je ne sais pas si un de vous deux a la réponse à ça. Johan, est-ce que tu as une idée peut-être là-dessus? On ne peut pas forcément réduire l'impôt, mais ça peut compenser une plus-value mobilière. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça impacte un revenu du même type. C'est-à-dire que si c'est une plus-value mobilière qu'on a eue, on sort des actions qu'on avait sur notre PEA ou sur notre compte titre, par exemple, et on avait une plus-value, et que cette année-ci, on avait une moins-value sur une cession de titre, et ben en fait, ça va pouvoir s'annuler et s'équilibrer. Mais il faut que ce soit on va dire des valeurs de même titre. De même type. Et effectuer la même année. Les transactions doivent être effectuées la même année, c'est juste. C'est-à-dire, je vends des actions et je gagne 1 000 €
et je vends des actions 6 mois, je vends des actions en février, je gagne 1 000 €, et je vends 6 mois plus tard des actions et je perds 1 000 €, ça vient compenser et du coup, on a zéro impôt sur les plus-values dans cet exemple-là. Est-ce que c'est juste? Si on le fait la même année, oui. Si on fait les autres années, c'est aussi étalable. Ah, C'est-à-dire qu'il d'accord, y ok. a... Donc, c'est aussi reportable. C'est ça, Donc, je reportable. peux… D'accord. Il y a des conditions spécifiques pour ça ou… Le plus souvent, c'est 10 ans. D'accord, ok. Écoutez, il est 19 h. Je suis désolé, je sais qu'il y a énormément d'autres questions. Et puis, on ne pourra pas toutes les aborder ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous avez été encore une fois nombreux. Donc, je vous remercie. Notre prochain webinaire aura lieu le 24 janvier à 18 h. Ça sera sur comment placer son argent en 2023. Merci Johan, merci Nicolas. Et j'espère vous retrouver très vite sur notre prochain webinaire ou sur Neofa. Si vous avez des questions avant la fin de l'année, n'hésitez pas à venir poser vos questions aux conseillers qui sont sur Neofa. Ils sont là pour ça. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.